Pour faire simple, le cadre délimite la zone de l'image que le cinéaste a choisie durant la prise de vue. Il correspond au choix des limites de l'image, angle de vue, plan utilisé, etc. Le cadre dans le cinéma premier s'inspire grandement du travail des peintres sur leur toile, si bien que les premiers cinéastes utilisaient le terme de tableau pour parler du cadre. Dans le cinéma, le cadre est apparu en même temps que le premier film réalisé par les frères Lumière, Sortie d'usine en 1895. Dans le film Sortie d'usine, le cadre semble simple. On y note pourtant déjà quelques éléments propres au travail du cadre, tels que deux surcadrages, une profondeur de champ importante et un passage constant des personnages en champ hors champ. Bien qu'à l'époque les interprétations n'étaient pas leur principale préoccupation, on peut voir que la foule forme une unité lorsqu'elle est surcadrée par l'ouverture de la porte, jusqu'au moment où les ouvriers franchissent les entrées et où ils regagnent leur individualité, donnant aux spectateurs la possibilité de les voir se donner en spectacle. A l'inverse, dans le film Le repas de bébé, également sorti en 1895, on voit une nette évolution dans le travail du cadre. En effet, les personnages se plient aux lignes des tiers. Le bébé étant l'élément central de la scène, il se retrouve au centre de l'écran. De plus, les personnages sont équitablement répartis dans le cadre. On voit aussi une évolution du traitement de la profondeur de champ dans ce film. Inspiré par ces paramètres et par la fameuse partie de cartes des frères Lumière, nous avons créé notre version de ce court-métrage, comme l'a fait Georges Méliès en son temps. Nous vous présentons notre partie de cartes. Après les Lumières, de nombreux réalisateurs se sont frottés à la tâche du cadrage, le plan subjectif devenant un élément qu'on retrouve chez plusieurs réalisateurs à l'époque. C'est ainsi que George Albert Smith utilisera le plan subjectif pour créer son film à travers un télescope où l'acteur regarde à travers une longue vue, le cinéaste nous donnant l'occasion de voir à travers l'outil. L'image devient circulaire pour imiter la longue vue et le cadre se transforme en plan serré, le spectateur devenant l'œil du personnage. Ferdinand Zecca utilise aussi cette technique dans son film Par le trou de la serrure datant de 1901. Ici, le cadre prend la forme d'une serrure pour permettre au spectateur de voir à travers la porte. Georges Méliès, lui, dans son film Le voyage dans la Lune, paru en 1902, utilise le plan subjectif pour nous transporter sur la Lune en même temps que ses personnages. En effet, dans la scène de la fusée projetée sur la Lune, le spectateur se trouve à la place des voyageurs qui se rapprochent de l'astre. Les studios Lumière n'ayant pas donné leur dernier mot, ils élaborent leur film Le village de Namo, où la caméra devient mobile et déambule dans un village vietnamien, nous offrant alors l'un des premiers travelling du cinéma. Toutes ces techniques se sont installées dans les films des réalisateurs de l'époque, qui n'ont cessé de créer des films et d'utiliser de nouvelles techniques dans leur réalisation, ce qui amène Griffith, en 1915, à créer son long métrage de 3h10, Naissance d'une nation, qui regorge d'idées de cadrage et de plans provenant de ses prédécesseurs. Depuis ses débuts, le cadre au cinéma n'a cessé d'être amélioré, grâce à des idées apportées par des réalisateurs du monde entier. Les films d'aujourd'hui doivent énormément à tous ces créateurs qui ont vu naître le cinéma et qui l'ont élevé au rang de 7e art dans notre culture. C'est grâce à leur travail et à leur recherche sur le cadre que nous pouvons perfectionner notre art de raconter des histoires à travers nos films et d'exposer notre vision du monde aux spectateurs à travers une caméra. On ne peut qu'imaginer la chance qu'ont eu ces réalisateurs du 19e siècle qui ont pu s'emparer d'un tout nouveau genre d'art, découvrir ce qu'il avait à apporter et illuminer les salles du monde entier.